Bienvenue sur Voix du crime, là où les vérités les plus sombres sont révélées. Que voyez-vous dans cette image? Apparemment, deux femmes qui s'enlacent au milieu d'une rue. Une scène banale, direz-vous. Pourtant, derrière cette étreinte se cache l'une des affaires criminelles les plus troublantes d'Italie. Car chacune de ces femmes porte un secret lourd, si lourd que l'une d'elles périra dans d'atroces souffrances. En réalité, 3 vies seront fauchées, car sur cette photo se trouve également une troisième personne, invisible pour l'instant à vos yeux. Plongeons ensemble dans cette enquête qui a bouleversé toute la péninsule italienne. L'année 2023 débute de la plus belle des manières pour Giulia Tramontano, jeune femme de 29 ans, originaire de Naples. Professionnelle accomplie dans l'immobilier, elle gravit progressivement les échelons grâce à sa détermination et son intégrité. Élevée dans la foi chrétienne, elle a toujours privilégié l'honnêteté au détriment des raccourcis douteux. Sa réussite professionnelle n'est pas sa seule source de joie. Giulia attend un enfant, un petit garçon qu'elle a déjà prénommé Thiago. Ce bébé qui grandit en elle est le fruit d'un amour qu'elle croyait sincère avec un homme rencontré 3 années auparavant. Alessandro Impagnatello, trentenaire, employé comme barman dans un établissement hôtelier milanais de standing, leur rencontre remonte à 2019, suivie d'une cohabitation l'année suivante dans la commune de Senago, située à une quinzaine de kilomètres de Milan. Giulia envisageait de vieillir aux côtés de cet homme, de fonder une famille et de construire leur foyer. Très proche de sa famille, particulièrement de sa mère, elle lui adresse régulièrement des clichés de son ventre arrondi et échange avec elle sur les préparatifs de la chambre de leur premier-né. Seule ombre au tableau, sa santé décline mystérieusement durant cette période de grossesse. Ces derniers mois, Giulia souffre d'épisodes douloureux inexpliqués. Des crampes abdominales intenses, des migraines terrifiantes et une fatigue inhabituelle l'accablent. Son teint devient cireux, ses lèvres sèches tremblent constamment. Ses collègues et proches remarquent cette détérioration physique alarmante. Attribuant ces maux aux bouleversements hormonaux de sa première grossesse, Giulia évite de s'alarmer outre mesure. Elle modifie plusieurs fois son régime alimentaire et change de vitamines prénatales, pensant développer des intolérances. Rien n'améliore son état. Plus troublant encore, le futur père semble distant, nerveux, presque étranger. Malgré cette froideur déstabilisante, Giulia préfère attribuer ce changement au stress de la paternité imminente. Elle s'efforce de préserver leur union naissante, passant l'éponge sur ses comportements étranges. Alessandro lui propose occasionnellement une tisane réconfortante ou lui prépare un bain chaud, geste qui semble attentionné, mais cache une réalité bien plus sinistre. Le 27 mai 2023, la tension accumulée explose violemment. Giulia découvre l'impensable. L'homme qu'elle aime, celui en qui elle place toute sa confiance et avec qui elle s'apprête à former une famille, la trompe depuis des mois. Cette révélation représente la pire trahison imaginable pour une femme enceinte de 7 mois. Mais la réalité dépasse encore cette première découverte. Alessandro ne se contente pas d'une simple liaison, il entretient une relation sérieuse avec une autre femme depuis près d'1 an. Cette information parvient à Giulia par l'intermédiaire d'une inconnue qui la contacte via les réseaux sociaux. Cette femme, collègue d'Alessandro, dans le même hôtel luxueux, découvre par hasard une photographie de vacances récentes montrant Giulia et son compagnon. Intriguée et troublée, elle souhaite rencontrer Giulia pour une conversation urgente. Pressentant que ses pires craintes pourraient se confirmer, Giulia accepte ce rendez-vous mystérieux. Les 2 femmes se retrouvent le soir même à l'hôtel où travaille Alessandro. La révélation frappe Giulia comme un coup de massue. Sa rivale lui apprend qu'elle et Alessandro forment un couple depuis 1 an, nourrissant même des projets d'avenir communs. La future mère réalise que l'homme qu'elle aime n'a jamais cessé de la manipuler. Plus choquant encore, cette maîtresse ignorait totalement l'existence de Giulia. Alessandro lui avait présenté cette dernière comme une ancienne compagnon dépressive, souffrant de troubles mentaux, qu'il aidait occasionnellement par compassion. Les 2 femmes comprennent qu'elles sont toutes les 2 victimes des mensonges de ce trentenaire qui jongle entre elles grâce à un système de manipulation sophistiqué.
Révélation supplémentaire, Giulia porte l'enfant d'Alessandro, un enfant qu'il prétend attendre avec impatience, alors qu'il avait convaincu sa maîtresse d'interrompre sa propre grossesse quelques mois plus tôt. Cet homme avait réussi l'exploit de mettre ses 2 compagnes enceintes simultanément, orchestrant ensuite l'avortement d'une tout en célébrant la grossesse de l'autre. Profondément dévastée, Giulia ne peut laisser passer cette mascarade. Après sa rencontre avec la maîtresse d'Alessandro, elle contacte ses proches en larmes, leur annonçant sa découverte et sa décision de quitter définitivement le père de Tiago. Ce soir-là, leur appartement résonne d'éclats de voix terrifiants. Alessandro se retrouve acculé, confronté à ses responsabilités par une Giulia en colère et blessée. Les larmes coulent, les mots blessants fusent et la rupture devient inévitable. Vers 21h, Giulia envoie un dernier message à une amie expliquant son épuisement et son besoin de repos. Ce SMS sera le dernier signe de vie de la jeune femme. Le lendemain matin, 28 mai, Giulia s'est volatilisée. Loredana, sa mère, s'inquiète immédiatement de ce silence inhabituel. Son téléphone reste inactif, tous les appels et messages familiaux demeurent sans réponse. Alessandro envoie également plusieurs messages WhatsApp à sa compagne, s'inquiérant de sa localisation et de son silence. Il part néanmoins travailler normalement, mais le soir venu, pressé par Loredana, il se résout à signaler la disparition aux carabiniers. Accompagné de sa propre mère, il se présente aux autorités, admettant immédiatement leur dispute de la veille. Il suppose qu'elle a le quête de domicile suite à cette altercation en emmenant quelques affaires. Ambitieux saint pour celui qui, à quelques heures plus tôt, promettait à sa maîtresse que la future mère ne lui mettrait plus jamais des bâtons dans les roues. Et encore, Alessandro ment. Il prétend avoir vu sa petite amie le matin avant son départ au travail. Elle était en pyjama, vivante, malgré une humeur morose, et a probablement attendu son absence pour partir. Il prétend même connaître sa localisation probable. Malheureusement, l'adresse qu'il fournit aux carabiniers s'avère fictive. Cette fausse piste éveille immédiatement les suspects des enquêteurs. Malgré l'analyse de nombreuses caméras de surveillance de Senago, Giulia n'apparaît nulle part, ce qui semble improbable si elle était réellement partie de son plein gré. Pendant que les recherches s'intensifient, les carabiniers interrogent l'entourage de Giulia. La maîtresse d'Alessandro se présente spontanément, révélant des éléments capitaux. Elle confirme leur liaison secrète, la découverte de la photo avec Giulia et leur rencontre du 27 mai au soir. Plus crucial encore, elle explique que Giulia et elle ont échangé des messages jusqu'à 23h, moment où Giulia cesse brutalement de répondre. Inquiète, elle appelle directement Alessandro. Ce dernier affirme d'abord que Giulia s'est couchée après leur dispute, puis change sa version en prétendant qu'elle dort chez une amie. À 3h du matin, Alessandro sonne à la porte de sa collègue, la suppliant de le laisser entrer. Il prétend avoir une bonne nouvelle, Giulia ne se mettra plus jamais en travers de leur route. Terrifiée, la jeune femme refuse de lui ouvrir. Ce témoignage prouve qu'Alessandro a menti sur les circonstances de la disparition et le transforme en suspect principal. La perquisition du domicile conjugal révèle rapidement la vérité atroce. Le téléphone portable de Giulia se trouve encore sur place, invalidant la théorie du départ volontaire. Plus décisif encore, l'unité scientifique des carabiniers utilise le luminol, révélateur de traces sanguines. Une énorme quantité d'hémoglobine apparaît dans le salon, prouvant qu'une mort violente a lieu dans cette pièce. Le responsable a tenté de masquer son crime en utilisant de l'eau de javel et d'autres détergents. Les traînées lumineuses révèlent le parcours du cadavre. Tué dans le salon, traîné jusqu'au garage de l'immeuble. La Volkswagen d'Alessandro présente également des traces de sang, notamment dans le coffre. Pendant que les experts terminent leurs analyses, Alessandro effectue une recherche Google sous les yeux des enquêteurs. Comment enlever des taches de sang ? Cette maladresse supplémentaire scelle définitivement son sort. Confronté aux preuves scientifiques et aux témoignages de sa maîtresse, Alessandro passe aux aveux le 31 mai, 4 jours après le meurtre. Cependant, sa version des faits reste mensongère. Il prétend que Giulia, bouleversée par la découverte de sa double vie, a tenté de se suicider avec un couteau de cuisine. Prétendument pour la sauver, il serait jeté sur elle pour lui retirer l'arme. Mais Giulia l'aurait supplié de mettre fin à ses jours et par amour, il aurait accédé à sa demande en lui portant un coup fatal à la gorge.
Cette version délirante ne convainc absolument personne. Alessandro guide néanmoins les enquêteurs vers le corps de sa victime. Alessandro décrit ses tentatives pour faire disparaître le cadavre. Après le meurtre, il traîne le corps de Giulia dans la baignoire et tente de l'incinérer avec de l'alcool éthylique. L'opération échouant, il cache les restes dans leur cave. Au milieu de la nuit, il déplace à nouveau le corps vers le garage et réitère sa tentative d'incinération avec de l'essence. Nouvel échec. Le lendemain matin, les caméras le filment quittant la résidence avec des sacs contenant les vêtements ensanglantés de Giulia. Il se rend ensuite normalement à son travail avant de signaler la disparition le soir même. 4 jours plus tard, devenu trop risqué de conserver le corps chez lui, il l'abandonne dans une zone isolée près d'un immeuble en construction à quelques centaines de mètres de leur appartement. C'est là que les autorités découvrent le corps partiellement carboné de Giulia et de son fœtus enroulé dans des sacs plastiques et grossièrement dissimulés. L'autopsie révèle une réalité bien plus horrifiante que les mensonges d'Alessandro. Contrairement à ses déclarations, Giulia n'a pas reçu un seul coup miséricordieux à la gorge. Le médecin légaliste dénombre 37 coups de couteau, principalement au niveau de la gorge et du haut du torse. Le premier coup a été porté dans le dos, sans qu'elle s'y attende. Alessandro a ensuite laissé exploser sa violence, infligeant plus de 30 de blessures mortelles à la mère de son enfant. Cette boucherie froide et déterminée contredit totalement le récit initial du meurtrier. Bien qu'aucune blessure n'ait touché le ventre, leur enfant Thiago est mort avec sa mère. L'arme du crime provenant de leur bloc de couteau de cuisine est retrouvée cachée dans le four sur les indications d'Alessandro. L'analyse toxicologique du sang de Giulia et du fœtus révèle une découverte terrifiante. Tous les deux contenaient une importante quantité de morts au rat, avec une nette augmentation d'administration durant les dernières semaines. La jeune mère et son bébé étaient empoisonnés progressivement depuis des mois. Chaque symptôme qu'elle attribuait naïvement à sa grossesse résultait en réalité de cet empoisonnement. Nausées, fatigue, crampes abdominales, pâleur. Chaque fois qu'elle se sentait mal, Alessandro lui préparait gentiment une tasse de thé qu'elle buvait en toute confiance, ignorant que chaque gorgée la rapprochait de la tombe. L'historique de l'ordinateur d'Alessandro révèle des recherches datant de janvier 2023, soit 4 mois avant le meurtre. Quelle quantité de mort au rat est nécessaire pour tuer une personne? Puis, l'administration du poison est-elle atténuée dans une boisson chaude? Il s'était également renseigné sur Alberto Stasi, un homme impliqué dans une affaire criminelle médiatisée en Italie en 2007, qui avait assassiné sa petite amie avant d'alerter lui-même les secours, exactement comme l'avait fait Alessandro. Alessandro est inculpé de meurtre aggravé, dissimulation de cadavres et interruption de grossesse sans consentement. Les circonstances aggravantes incluent la préméditation, prouvée par ses recherches internet, la violence sur femme enceinte et la cruauté. Cependant, la tentative d'empoisonnement n'est pas retenue en tant que telle, la justice italienne estimant que les doses administrées étaient insuffisantes pour provoquer un décès. Pour Alessandro, ce meurtre résulte uniquement du stress causé par la découverte de sa double vie. Il nie toute préméditation, prétendant que ses recherches internet étaient fortuites. Les experts concluent différemment. Selon eux, Alessandro présente un profil de pervers narcissique, cruel, froid et déterminé. Il aurait tué Giulia pour l'empêcher de révéler son vrai visage à ses proches et pour vivre sereinement sa liaison avec sa maîtresse. En janvier 2024, devant la cour d'assises de Milan, le procureur évoque une combinaison de psychopathie, narcissisme et machiavélisme ayant conduit à cette tragédie. Bien que la préméditation ne soit finalement pas retenue, Alessandro est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, plus 200 000 € aux parents de Giulia et 150 000 € à son frère et sa sœur. Cette sentence, confirmée en appel en juin 2025, garantit qu'Alessandro passera le reste de ses jours derrière les barreaux. Voici l'histoire tragique de Giulia Tramontano et de son fils Thiago, victime de la manipulation et de la violence d'un homme qui prétendait les aimer. Cette affaire a profondément marqué l'Italie et nous rappelle que derrière certains visages familiers peuvent se cacher les pires des monstres. C'était Voix du crime. Restez vigilants car la vérité est parfois plus terrifiante que la fiction.